Donc, si on débutait avec les tests d'habileté cognitive, c'est des tests qui évaluent les capacités intellectuelles des candidats. Donc, on les appelle aussi les tests d'intelligence. Donc, la capacité d'apprentissage, notamment, l'aptitude à raisonner, à comprendre et à mémoriser de l'information. L'aptitude à déceler, analyser et résoudre des problèmes. Donc, la capacité de raisonnement et la capacité de mémorisation. Ces tests-là vont venir évaluer en quelque sorte les dimensions pratiques de l'intelligence. Dans votre manuel, vous avez différents types de tests. Peut-être parmi les plus connus, on retrouve le Wonderlic. Le Wonderlic, qui est un test d'intelligence composé de 50 questions à choix multiples, donc avec une durée d'administration de 15 minutes. François, j'en profiterai peut-être pour te demander justement la première question qui me vient à l'esprit, compte tenu que habituellement les tests cognitifs sont minutés, chronométrés. On parle du 15 minutes pour le Wonderlic. Quelle serait la différence? Est-ce qu'on mesure plus la capacité ou la puissance intellectuelle dans ces situations-là? En fait, Frédéric, quand on parle de tests de capacité d'apprentissage ou des choses comme ça, en théorie, on devrait mesurer la capacité. Sauf que quand on introduit la notion de limite de temps, ce qu'on va mesurer au-delà de la capacité, c'est plutôt la puissance intellectuelle. Parce que si on donnait un temps indéterminé pour le test, la très grande majorité des gens finiraient par avoir un nombre suffisant de bonnes réponses pour se qualifier au moins dans la moyenne. Et l'objectif des tests, c'est de discriminer à partir d'une dimension particulière les individus des moins doués sur cette dimension-là jusqu'à ceux qui sont le plus doués. Alors, en introduisant une limite de temps, on vient comme étirer la distribution des résultats et puis on permet de distinguer de façon plus fine les gens qui ont une plus grande capacité sous limite de temps de ceux qui, sous limite de temps, ont une moins grande capacité. Donc, ça vient comme ajouter un élément additionnel à la mesure. Je me Parfait. souviens, quand j'ai débuté ma carrière, souvent avec les tests d'aptitude, justement, on les administrait en respectant la limite de temps. Avec ça, on mesurait la puissance. On se donnait un système simple pour identifier les réponses que l'individu avait cotées. Souvent, on changeait tout simplement la couleur du crayon. Au lieu d'un crayon rouge pour la suite des événements. Alors, l'individu continuait de faire le test jusqu'à l'avoir complété. Donc, on avait deux mesures. On avait la puissance sous limite de temps et on avait la capacité sans limite de temps. Maintenant que les tests se font en ligne, les fournisseurs de tests ont enlevé cet élément-là et bien qu'on parle de capacité d'apprentissage, c'est plus la puissance intellectuelle que la capacité intellectuelle qu'on mesure dans les faits. OK, parfait. Et dans le même ordre d'idée, je nommais le Wonderlic, il y a aussi la matrice de Raven, il y a le BGTA. Mais si je compare, par exemple, le Raven qui, lui, se fait en 30 minutes, c'est plus une suite logique de figures abstraites là, qui sont à compléter. Moi, une fois, je me souviens, j'étais allé chez SPB dans le cadre d'une batterie d'évaluation et il y avait justement un test cognitif et c'était le Raven. Et j'avais demandé justement au psychologue industriel de m'administrer plutôt le Wonderlic parce que le Raven, pour moi, c'est extrêmement difficile. J'arrive jamais à avoir des bons résultats, tandis qu'au Wonderlic, on dirait que ça se passe mieux. Donc, qu'est-ce qui fait que je suis performant dans le Wonderlic, par exemple, mais que je ne le serais pas dans le Raven? Est-ce que c'est-à-dire que ce n'est pas les mêmes dimensions de l'intelligence qui sont évaluées? Tout à fait, c'est exactement ça. Quand on regarde le Wonderlic est bâti un peu sur le même construit que la BGTA, c'est-à-dire qu'on va mesurer un certain nombre d'aptitudes de base. Ces aptitudes-là, c'est l'aptitude verbale, la compréhension des mots et de leur usage, la capacité numérique, de faire des calculs corrects, et puis la perception spatiale, c'est être capable d'imaginer les mouvements des formes dans l'espace. Et c'est avec une moyenne des trois tests qu'on en arrive à évaluer l'intelligence générale. Mais cette intelligence générale-là, si on parle du Wonderlic ou de la BGTA, c'est une intelligence académique. Alors que le Raven, qui n'implique pas de mots, qui n'implique pas de calcul comme tel, évalue davantage ce qu'on va appeler l'intelligence non verbale. Et ces tests-là, dans le fond,
évalue pas de la même manière l'intelligence. Il y en arrive quand même, il y a une forte corrélation entre l'intelligence non verbale et l'intelligence verbale. Mais il arrive, si on prend par exemple quelqu'un dont la langue maternelle serait ni le français ni l'anglais, souvent les tests d'intelligence n'étaient disponibles qu'en français et en anglais. Alors, si j'ai quelqu'un, par exemple, dont la langue maternelle est l'espagnol, le portugais ou le russe, et que la compréhension que cet individu-là du français et de l'anglais est moins grande, bien, inévitablement, surtout si on ajoute la notion de limite de temps, la personne va être désavantagée en faisant un test d'aptitude, un test d'intelligence académique et va sous-performer par rapport à son potentiel réel. Tandis que dans le cas d'un test d'intelligence non verbale, en théorie, on vient neutraliser ces choses-là. Okay, parfait. Et souvent, lorsqu'on parle de tests d'intelligence, on entend la notion du facteur G. Est-ce que tu peux nous exprimer qu'est-ce que ça veut dire, ça, le facteur G? Le facteur G, c'est exactement ce dont je viens de parler. Le facteur G, c'est l'intelligence générale mesurée par 3 aptitudes qui sont l'aptitude verbale, l'aptitude numérique, l'aptitude spatiale. Okay. C'est ce qui a été, c'est comme la mesure qui a été la plus populaire, la plus utilisée. Les tests d'intelligence non verbale, comme les matrices de Raven, ont été utilisés dans des contextes particuliers, comme je me souviens que entre autres, ils ont utilisé les matrices de Raven pour évaluer l'intelligence chez les enfants autistes. Et les enfants autistes performaient beaucoup mieux à la matrice de Raven qu'à des tests d'intelligence classiques. Ah bon? Alors, moi, j'ai utilisé dans ma carrière, à l'occasion, ce type de test-là, quand on avait, par exemple, à évaluer le potentiel d'apprentissage d'individus qui étaient très peu scolarisés. Je me souviens d'avoir fait d'avoir requalifié des employés d'usine dans une minoterie à Montréal dans les années 80. Et puis, il y avait à peu près la moitié des gens qui étaient carrément illettrés, qui avaient, pour ainsi dire, jamais été à l'école. Alors, comment mesurer leur capacité à passer d'un environnement où est-ce qu'on pelletait la farine avec une pelle dans une brouette à un environnement où est-ce que tout se fait mécaniquement et qu'il faut opérer des écrans d'ordinateur? Et dans un contexte syndiqué où est-ce qu'on voulait permettre à tous les gens capables de faire le travail d'être requalifiés puis formés, on avait utilisé des tests d'intelligence non verbale pour évaluer les gens dont le potentiel était le plus valable parce qu'il était clair qu'un certain nombre d'entre eux auraient sous-performé à des tests d'intelligence académique. Okay, d'accord. Et quand on parle de tests d'intelligence, ben, c'est dur de dissocier là, dans l'esprit populaire là, la notion de quotient intellectuel. Hein? Alors, pour le bénéfice des étudiants, là, c'est quoi les scores normaux d'un quotient intellectuel normal, là, disons? Là? Bien, il y a différentes échelles qui ont été utilisées, qui ont été renormalisées. Dans le fond, la première, je pense, bien structurée, c'est Wechsler qui l'avait élaborée un peu avant la Deuxième Guerre mondiale. Parce qu'il faut savoir, c'est que ces fameux tests-là ont été développés pour faire la sélection des soldats avant la Deuxième Guerre mondiale. On voulait savoir, dans un délai très court, on devait identifier les gens capables d'apprendre des tâches plus ou moins complexes. Alors, les tests d'intelligence ont permis de discriminer à faible coût la capacité d'apprentissage de très grand nombre de personnes et puis de les envoyer dans des métiers différents en fonction de leur capacité à apprendre des choses plus ou moins complexes. La notion de QI a été normalisée. Un QI moyen, c'est un QI de 100, avec un écart type de 15. Donc, je ne sais pas si les gens dans ton cours, Frédéric, sont familiers avec la notion de courbe normale en statistique, mais si on prend 100% des gens, on va dire que la moyenne est à 50. Et il y a 3 écarts types de chaque côté de la moyenne. Le premier écart type de chaque côté de la moyenne de 50 regroupe 33% de la distribution normale. Le deuxième en regroupe à peu près 13 ou 14, je ne me souviens plus de mémoire, ou 15 plutôt, et le dernier 2-3%. Donc, si je regarde ça, on peut dire, quand on regarde les tests, les premiers 17 centiles, de 0 à 17 centiles, on va dire que c'est faible. De 17 à 33, que c'est dans la moyenne inférieure. 33, c'est-à-dire 50, 17 à 50, c'est la moyenne inférieure. 50 à 83, la moyenne supérieure. Et 83 à 100, c'est fort. Alors, si on reprend la même notion avec les écarts types, un QI de 100,
c'est un QI qui est moyen. Un QI de 115, c'est un QI qui va être comme supérieur à la moyenne. 130, très supérieur. Puis, à l'inverse, si j'ai un QI qui est, par exemple, à 85, je suis dans la moyenne inférieure. J'ai un QI qui est à 70, je suis plus faible que la moyenne. Ces échelles-là ont été mises à jour au début des années 2000. Et l'échelle la plus récente que j'ai trouvée, c'est celle de Stanford Binet, qui date de 2003. Et là, on va dire qu'un QI entre 130 et 144, on considère que c'est très supérieur, c'est un individu qui est doué. Entre 120 et 129, c'est supérieur. Entre 110 et 119, c'est au-dessus de la moyenne. 90 à 109, c'est la moyenne. 80-89, en dessous de la moyenne. 70 à 79, limite. 69 et moins, ben, ce n'est pas des bonnes nouvelles, c'est extrêmement bas. OK. OK. Mais comme tu parles de ça, j'aimerais ton opinion professionnelle. Est-ce qu'il y a une pertinence à administrer un test d'intelligence à quelqu'un qui aurait un diplôme universitaire, un certificat, un bac? Euh, est-ce que ça en vaut la peine? Ou Ben, je est-ce dirais que le plus ou fait moins. d'avoir déjà réussi une sanction universitaire, ben, c'est une démonstration d'une certaine intelligence? Ben, il est clair que d'avoir réussi une formation universitaire, ça démontre une intelligence académique à tout le moins acceptable, parce qu'autrement, l'individu n'aurait pas réussi ses cours. Même si le trichage, selon les nouvelles récentes, est en hausse dans les universités, Oui. presque de façon générale, les gens qui réussissent leur cours, qui réussissent un certificat ou un bac, ont démontré un niveau d'intelligence correct. Maintenant, quand on pense aux fonctions pour lesquelles ça pourrait demeurer pertinent, bien, il faut référer à la notion de profil de compétence. Si j'ai un poste qui demande de faire des analyses très complexes, de développer des perspectives stratégiques à très long terme, ça peut devenir pertinent, ça peut rester pertinent d'avoir une mesure d'intelligence pour discriminer entre quelqu'un qui aurait un potentiel moyen et quelqu'un qui aura un fort potentiel. Mais encore faut-il que la notion de puissance intellectuelle soit un critère de succès dans le poste. Et quand on regarde la plupart des postes de gestionnaire, par exemple, ben, ce n'est pas le niveau d'intelligence qui va garantir les résultats, c'est plus le savoir-être et puis la compréhension de ce qu'il faut faire dans un rôle de gestion. Oui. Et d'ailleurs, on a fait l'erreur longtemps de sélectionner les gens les plus intelligents sur la base d'intelligence académique. Et souvent, on a oublié que l'intelligence puis le jugement social, c'est pas la même chose. Et le péché mignon des gens très intelligents, souvent, c'est qu'ils sont moins, moins attentifs au rythme des autres. Et les gens très intelligents, j'ai vu souvent des gens comme ça dans ma carrière qui réussissaient relativement moins bien dans des postes de gestion, entre autres, parce qu'ils n'étaient pas suffisamment attentifs au rythme des gens de leur entourage. Ils prenaient des choses pour acquis. Okay. Ils brusquaient des situations. Et donc, pour répondre clairement à la question, ça peut être utile dans certains cas, mais dans la majorité des cas, je dirais que la capacité démontrée avec la formation universitaire est déjà une preuve en soi. D'accord, parfait, très bien. Pour le bénéfice des étudiants, je vais je vais montrer certains exemples de types de questions dans un test d'intelligence, mais je vais le passer quand même rapidement. Donc, j'invite les étudiants intéressés à plus s'y attarder, à peser sur pause et à le regarder. Donc, ici en bas à droite de votre écran, vous avez des exemples de questions là, qui mesureraient la logique. Donc, quel carré ici viendrait compléter la série? Ou par exemple, une suite logique sur le plan verbal, le crépuscule est à l'aube, ce que l'automne est à, okay, en guise d'exemple. Ici, au niveau de l'habileté mesurée qui est la mémoire. Donc, dans ce contexte-ci, la capacité à mémoriser, vous avez 10 minutes pour étudier un texte et essayer d'en retenir le plus de renseignements possible. Une fois le temps écoulé, vous devez répondre à différentes questions. Donc, ici, c'est seulement un énoncé ou une phrase du texte. D'après un sondage mensuel auprès des ménages, on a estimé que l'industrie pétrolière employait 19 497 personnes en 1979 sur un total de 9 728 600 personnes pour l'ensemble des industries. Alors, on va vous demander par la suite, donc d'après, on remet le même énoncé, mais on enlève un élément de réponse. Donc, dans ce cas-ci, on était au niveau du pétrolière, si je me souviens bien. L'industrie pétrolière, effectivement. Donc, c'est ce qu'on recherchait ici.
C'est un exemple de question. Un autre exemple ici, plutôt simple, mais par rapport à l'aptitude numérique. Chaque année, les pompiers ont distribué 1000 jouets. De ce nombre, le quart des jouets étaient usagés, qu'ils ont réparés. Les autres jouets étaient neufs. Combien de jouets neufs ont-ils distribués? Donc, c'est relativement simple. Dans ce cas-ci, peut-être pour un emploi d'entrée, caissier, caissière, par exemple, dans un supermarché. Au niveau de l'aptitude verbale, les énoncés du haut, on retrouve 4 mots. Donc, parmi les 4, on demande lequel ne devrait pas être dans la liste. OK, donc, dans ce cas-ci, ce serait le mot abeille, puisque les 3 autres représentent des reptiles. D'ailleurs, François, une des questions que j'avais pour toi, mais tu y as répondu tantôt, c'était à savoir, des questions comme celle-là, est-ce que ça mesure vraiment les aptitudes intellectuelles quand la langue maternelle, par exemple, n'est pas le français? Mais je pense que tu as bien répondu tantôt, là, à savoir que, à la limite, ça maîtrise davantage le niveau de maîtrise de la langue là, qu'autre chose, si ce n'est pas la langue maternelle, dépendamment du niveau de maîtrise aussi. Tout à fait. Si j'ai une compréhension approximative de la langue française, et puis que je ne sais pas c'est quoi un lézard, puis un serpent, puis un iguane, ou que je ne sais pas c'est quoi une abeille, ben, c'est difficile pour moi de faire le bon choix. Ce qui est clair que quand on parle de l'aptitude verbale, c'est une composante de l'intelligence, mais c'est fortement lié à la maîtrise de la langue. Tout à fait. Et juste en dessous, on a une habileté mesurée qui est l'aptitude spatiale, donc peut-être par exemple pour un arpenteur géomètre en guise d'exemple. Donc, chaque question comporte une figure représentée à plat et 4 choix de réponse. Donc, il faut indiquer quelle forme peut être obtenue en pliant la figure représentée à plat. François, moi, ce qui me vient à l'esprit quand je vois ça, surtout pour l'aptitude spatiale, je me dis, bon, mais est-ce que le mode d'administration du test peut avoir une influence sur le résultat? Parce que si mon test est administré papier-crayon, à la limite, je regarde mes figures, là, je déplace, si j'ai la chance de déplacer ma feuille, mais avec un ordinateur, je n'aurai pas la même possibilité. Donc, est-ce que ça peut avoir un impact, le mode d'administration, surtout pour l'aptitude spatiale? En fait, je ne sais pas si ça a un impact plus sur l'aptitude spatiale que sur d'autres types d'aptitudes, mais il est clair que le fait d'administrer un test par ordinateur, plutôt que papier-crayon, ça a un impact. Par contre, chaque test, il n'y a aucun test qui mesure parfaitement ce qu'il prétend mesurer. C'est une bonne approximation de la chose. Et les gens qui réussissent mieux à un test d'aptitude spatiale, par exemple, ont plus de chances d'utiliser correctement ça dans la vraie vie. Je pense, par exemple, je prendrai un autre exemple qui est plus criant peut-être que l'aptitude spatiale quand on passe à des paniers de gestion. Plusieurs années, un panier de gestion, c'était papier-crayon. Il y avait une mise en situation papier qu'on donnait aux gens. Et il y avait des mémos, comme il y a un certain temps avant la démocratisation de la technologie, les gens avaient un panier sur le bord, 2 paniers sur le bord de leur bureau, un panier in, un panier out. Les adjointes administratives arrivaient, puis toute la correspondance, les mémos internes et tout ça qui était papier était mis dans le panier in. Et quand l'individu les avait traités, il les mettait dans le panier out. Alors, le nom panier de gestion, ça vient de là. Alors, j'ai fréquemment vu des gens qui avaient une compréhension moins bonne de l'utilisation d'un ordinateur, qui étaient nettement désavantagés pour faire les tests à l'écran. Maintenant, c'est comme ça. Une des principales raisons qui explique le fait que maintenant tous les tests sont à l'écran, c'est qu'à l'époque où les tests étaient papier et crayon, il y avait énormément de vols de droits d'auteur. Les gens faisaient des photocopies des grilles de correction, des photocopies des tests. Et les gens qui avaient développé des tests à très grands frais avaient beaucoup de difficultés à se faire payer les sommes qui leur étaient dues parce que les gens copiaient les choses. Alors, au fur et à mesure que la technologie s'est développée, les gens ont informatisé tous les tests. Puis aujourd'hui, il existe, d'après moi, plus de tests papier, crayon, ou presque plus. Peut-être les tests qui sont bâtis maison par les organisations. Et ça fait en sorte que la nouvelle façon d'administrer, c'est à l'écran, mais ça désavantage certaines personnes. C'est un peu la même logique quand on parlait de la maîtrise de la langue pour les tests d'intelligence académique. Si je ne suis pas un utilisateur aguerri de la technologie, puis qu'on me demande de l'utiliser pour démontrer mon intelligence, je suis désavantagé.
Juste avant de conclure sur la notion des tests d'intelligence, est-ce que tu pourrais peut-être nous vulgariser, c'est quoi la mécanique derrière le test? Est-ce que ça se limite à un certain nombre de bonnes réponses en comparaison à une population dite normale? Comment ça marche en quelques mots? Ouais, c'est de bâtir un test. C'est un peu tout le temps la même logique, c'est assez complexe. Il faut d'abord identifier les dimensions qu'on veut mesurer. Par la suite, il faut trouver des items qui mesurent bien ce qu'on veut mesurer. Il faut faire des tests statistiques importants pour s'assurer qu'il y a une corrélation forte entre les items associés à chacune des dimensions. Il faut avoir un nombre suffisamment élevé d'items pour être capable de discriminer correctement. Si par exemple j'avais un test à 3 items, ben, ma distribution est assez simple. Il y a des gens qui ont 1, il y a des gens qui ont 2, il y a des gens qui ont 3. Mais si sur une dimension, par exemple le Wonderlic, si j'ai 50 questions, si j'ajoute la dimension limite de temps et que personne n'a réussi à finir les 50, ben alors à chaque fois qu'un individu, par exemple, si la moyenne des gens complète 25 items, bon, on met suffisamment d'items pour que même les plus rapides n'aient pas le temps de finir le test. Alors, on va être capable de discriminer même les plus forts des autres, ce qu'on ne serait pas capable de faire avec un petit nombre d'items. Donc, suffisamment d'items. Par la suite, il y a toute la normalisation de l'échantillon qui est important. Ça, c'est excessivement complexe parce qu'on peut normaliser en fonction du sexe, de l'âge, de l'appartenance socio-économique. C'est inimaginable le nombre de dimensions qu'on peut ajouter avant d'arriver à ce qu'on peut appeler une population normale. Et normalement, un test bien bâti va avoir élaboré le test de façon très rigoureuse, l'échantillon de façon très rigoureuse, et va avoir fait un traitement statistique poussé pour démontrer la valeur de ce qui est mesuré sur des très grands nombres. On parle de milliers de personnes. Et c'est à partir de là qu'on va pouvoir dire qu'un test est valide. Maintenant, avant, quand les tests étaient papier-crayon, on avait des manuels de l'utilisateur qui étaient comme une thèse de doctorat qui démontrait toute la recherche qui avait été faite pour démontrer la valeur du test. Maintenant, les tests en ligne ne fournissent plus ce type d'informations-là. Et puis, il y a toutes sortes de tests. Et moi, je suis tout le temps un peu perplexe quand je vois que les gens qui maintenant développent des tests ne donnent pas accès à toute la mécanique qui a permis d'en assurer la validation. Ça nous demande d'avoir foi en la valeur du test sans pouvoir en avoir eu la démonstration. C'est un petit peu comme dans le contexte de COVID-19, si quelqu'un disait, moi, je l'ai trouvé le vaccin, prenez ça. Oui, mais quelle est la démonstration scientifique que ça marche? Ah, ça, tu n'y as pas accès. Fais-moi confiance. Bien là, on est rendu un petit peu là avec les tests. Et c'est à l'usage que les gens vont voir si le test discrimine bien ou non. Mais il n'est plus possible, comme avant, d'avoir le détail des étapes de validation du test. Et ça, c'est excessivement long. D'ailleurs, tu parlais, Frédéric, de la BGTA. La BGTA est un test très largement utilisé à l'échelle mondiale pendant des décennies. Et très récemment, en tout cas à l'échelle canadienne, ce test-là n'est plus disponible, tout simplement parce que le test était rendu un peu périmé, les échantillons étaient vieillots, il aurait fallu le renormaliser et ça aurait impliqué des sommes tellement grandes que les gens qui avaient les droits d'auteur sur le test ont décidé tout simplement de ne plus le mettre en marché plutôt que de le mettre à jour. OK, OK, parfait. OK, très bien. Donc, pour conclure sur les tests d'habileté cognitive, je dirais que les avantages, bien évidemment, c'est une bonne capacité à déceler l'intelligence. Une bonne validité prédictive également, hein, parce qu'il y a une corrélation entre le résultat au test et la performance en emploi. Du moins, c'est ce qu'on souhaite. Un risque de falsification qui est faible. Contrairement à un test de personnalité, par exemple, bien, on attend une bonne réponse dans un environnement qui est contrôlé. J'ajouterais aussi parmi les avantages qu'on peut administrer en grand groupe, donc c'est une possibilité. Et il y a de la correction électronique aussi qui peut être possible, donc il peut y avoir des gains en efficience de ce côté-là. Au niveau des désavantages, les coûts de conception élevés, je pense que François vient de bien l'exprimer. Une pertinence limitée à certains emplois, François en a fait mention également tantôt. Une validité apparente faible, bien effectivement, là, souvent les questions qui nous sont posées, c'est difficile de l'associer avec la réalité de l'emploi ou ce qu'on va être appelé à faire dans le cadre de notre emploi.
Et le risque de discrimination systémique, François a aussi fait tantôt mention là, des différents biais possibles. François, peut-être je conclurai en te demandant, pour un conseiller en acquisition de talent qui est intéressé à administrer ce type de test-là, peux-tu donner un ordre d'idée du coût? Tu sais, qu'est-ce que ça peut coûter, un test cognitif de façon générale? Oui, bien, celui, je dirais, qui est le plus largement utilisé à l'heure actuelle, c'est très certainement le Wonderlic. Et le Wonderlic, c'est de mémoire une vingtaine de dollars, 17, 18 ou 19 dollars par candidat évalué. OK, parfait. Donc voilà pour les tests cognitifs.